Ceci est le journal tenu par le nain Narvi, frère d'armes de niveau 3, au cours de sa 4e aventure en compagnie de la rôdeuse d'une Dunedin Agariel, du protecteur homme des bois Aldamar, du chasseur de trésors Bardid Jorin et du protecteur hobbit Fredegar Sanglebuc. Auberge orientale, le 5 d'Ivaneth de 1947. Je trouve enfin le temps de reprendre mon journal après ces 2 mois passés à arpenter la vallée de l'Anduin en long, en large et en travers, à rédiger des comptes rendus et à dessiner des plans pour la guilde. Olin trouverait sans doute à redire à mes croquis. Il est vrai que je manie plus aisément le marteau que la plume, mais n'ayant pu rencontrer ni Beaufry ni aucun autre nain capable de me confirmer l'existence de plans récents pour cette portion de la route, j'ai préféré m'y coller moi-même, ne serait-ce que pour prouver à Gror que je ne passe pas tout mon temps à la taverne orientale en attendant le conseil des hommes des bois. D'ailleurs, à propos des hommes des bois, s'il y a une chose dont je suis convaincu à leur sujet, c'est qu'il n'y aura pas de paix digne de ce nom dans les terres sauvages, tant qu'ils ne se seront pas unifiés sous une même bannière. Ils n'existent pas en tant que peuple. De Fort-Bois à Castelpic, je n'ai rencontré aucun chef qui ait l'ambition d'étendre sa zone d'influence au-delà des clôtures de son village, ou qui semble même attendre quoi que ce soit de cette assemblée. La plupart s'inquiètent surtout de la requête de Siawin le Généreux. Selon les gens que j'ai interrogés un peu partout, notamment vers Fort-Bois, ceux qui vivent dans la trouée orientale ne méritent pas le nom d'hommes des bois. Ont-ils mal agi? Ont-ils mauvaise réputation? Que non, m'a-t-on répondu. Ce n'est pas le problème. Quel est le problème alors, ai-je demandé. Accrochez-vous bien à votre bigot. C'est trop loin la trouée orientale. Sont pas de chez nous ces gens-là. Trop loin, rendez-vous compte que je leur ai dit quand j'ai pu retrouver un peu de sérieux. Rendez-vous compte. Nous, les nains, devons marcher des semaines, des mois, parfois des années pour rejoindre la cité naine la plus proche. Diriez-vous pour autant que les nains des montagnes bleues sont autre chose que des nains? C'est absurde. Enfin bref, toutes ces pérégrinations n'ont fait que me convaincre davantage de l'importance capitale de cette assemblée, et à plus long terme de celle de notre route, qui aura le mérite de rapprocher tout ce petit monde une bonne fois pour toutes. J'ai hâte de connaître la position de Beorn sur toutes ces questions, si tant est qu'il nous accorde audience. Vieux-Gué, le 11 d'Ivaneth. Nous voilà donc réunis pour la 4e fois, non loin du Vieux-Gué. Nous profitons de cette belle après-midi pour écouter vrombir les grosses abeilles du pays béornide, et nous échanger quelques nouvelles. Fredegar n'a rien perdu de sa jovialité, et raconte toutes sortes de billevesées à propos des matomes de l'Ezo et des recettes de sa grand-mère, quand il ne fait pas griller ses brochettes de perdrix, préparées hier soir par maître Dodinas Brandebouc, assisté de votre humble serviteur. Il est arrivé avec un énorme sac de vivres, et j'ai bien l'impression qu'il compte tout écouler en un seul repas, sans qu'il s'agisse pour lui d'autre chose que d'un petit casse-croûte entre amis. Il n'en fallait pas tant pour égayer la compagnie, et Agariel elle-même affiche un sourire qui serait aussi large que sa foulée, si elle n'avait pas de si grands compas. Seul Jorin semble soucieux depuis son arrivée. Je vais tâcher de voir ce qu'il en est, mais après la sieste. Maison de Beorn, le 13 d'Ivaneth. Si on nous avait annoncé avant-hier que nous passerions 2 nuits dans les maisons de Beorn, je pense qu'aucun de nous n'y aurait cru. Surtout moi qui me souvenais suffisamment bien du portrait qu'en faisait Beaufur pour craindre que le colosse ne nous fasse courser par ses chiens. Sa méfiance envers les voyageurs est aussi légendaire que ses gâteaux au miel. Réflexion faite, tout ce qu'il concerne de près ou de loin relève de la légende. Nous avons eu le privilège de vérifier tout cela à la faveur d'une macabre découverte. Ça a commencé quelque temps après que j'ai cessé d'écrire. Jorin avait repéré une nuée de corbeaux vers le nord-ouest. Rien de vraiment inquiétant a priori, seulement voilà. Aucun de nous ne pouvait voir ces corbeaux, hormis le jeune Bardid. Nous avons dû tout remballer en vitesse, les brochettes, la nappe et tout le barda, pour nous rendre sur place. Les corbeaux imaginaires tournaient au-dessus d'une barque échouée sur la rive est de l'Anduin. Dans cette barque, 2 cadavres bien réels, percés de flèches à l'empennage noir. Une attaque d'orques en plein territoire béornide. Fredegar connaissait l'un de ces 2 hommes, Mérouvé le Puissant, un Tan de Beorn. L'autre aussi était Tan, mais ça, nous ne l'avons su que plus tard. Pas question d'abandonner ces 2 cadavres aux charognards, évidemment. Mais nous avions une autre raison de prévenir Beorn au plus vite, car Aldamar était formel. Il y avait un prisonnier dans cette barque, et ce prisonnier s'était échappé, ou avait été emmené par les orques. Beorn voudrait certainement être informé de tout cela. J'aimerais avoir le temps de tout décrire en détail, mais nous devons partir à la recherche du prisonnier échappé. Beorn nous a spécialement mandatés pour cela. Il nous a remis à chacun une broche en forme de tête d'ours qui nous servira de sauve-conduit partout dans ce pays. J'écrirai ce que je pourrai en attendant que quelqu'un parvienne à détacher Fredegar de la table du petit déjeuner. À sa décharge,
J'ai moi-même eu bien du mal à me détourner de la grande jatte que des chiens viennent régulièrement remplir de gâteaux au miel. Oui, des chiens, dressés sur leurs pattes de derrière. Je dois l'admettre, j'étais persuadé que Beaufur avait bu un coup de trop le jour où il m'avait raconté ça. Pour résumer, je dirais que c'est d'abord le talent oratoire de notre hobbit, sans doute conjugué au souvenir de Bilbo, qui nous a permis d'annoncer la mort des deux Tânn au maître des lieux sans provoquer sa colère. Les considérations plus stratégiques d'Agariel semblent avoir achevé de nous faire entrer dans ses bonnes grâces. Ce qui est sûr, c'est que l'hospitalité qu'il nous accorde est un privilège rare. L'étonnement de ces hommes le prouve assez, et nous en sommes d'autant plus honorés. Pendant la préparation des funérailles d'Odon et de Mérovée, j'ai pu m'entretenir avec lui au sujet de la route et du conseil des hommes des bois. Il se méfie de notre race, c'est évident. Pourtant, il m'a écouté avec intérêt, hochant parfois la tête ou grognant son approbation, et m'a garanti la présence d'une délégation à Rosgobel. C'est une excellente nouvelle pour les peuples libres des terres sauvages. Dans l'après-midi, Jorin et moi avons commencé à écrire une chanson pour les funérailles des deux Tânn. Nous n'avions pas tout à fait assez de temps pour que le résultat soit vraiment parfait, mais malgré quelques fausses notes et peut-être une rime un brin maladroite qui a provoqué quelques remous vers le début, mais comment aurions-nous pu savoir que Beorn n'aime pas les concombres? Je crois que les convives ont apprécié l'hommage. Il manque surtout un solo de cornemuse avant le dernier couplet. Jorin n'est pas d'accord, mais je finirai bien par le convaincre. À l'entendre, Fredegar n'est toujours pas rassasié, mais il a l'air prêt, et je ne suis pas sûr qu'abuser de la patience de Beorn soit une bonne idée. Que la traque commence. Rive est de l'Anduin, le 15 d'Ivaneth. Après 2 jours de marche vers le sud, aucune trace du fugitif, malgré les recherches minutieuses d'Agariel. Quant au chien Baran, il a beau exposer sa truffe aux 4 vents, il n'a débusqué aucune piste digne de ce nom, hormis celle d'un lièvre et de 2 ou 3 faisans. Si l'homme est passé dans le coin, c'était il y a plusieurs jours, et il ne s'est certainement pas attardé. Nous restons aux aguets. Qui sait si d'autres bandes d'orques ne rôdent pas dans le coin? Je garde en mémoire les 12 têtes plantées en rang devant la maison de Beorn, avec leurs langues violettes et leurs yeux exorbités. Rarement eu le loisir d'examiner des têtes orques de si près. Même morts, leur visage conserve la trace d'une férocité sans cause, ni limite. Que n'ai-je pu participer à la bataille des 5 armées aux côtés de mon père, et voir le grand ours ravager les rangs de l'ennemi. Hélas, je sens qu'avant longtemps, cette sale engeance pullulera de nouveau dans les terres sauvages, et que les ongles de Beorn devront affûter de nouveaux pieux par centaines. Ferme de Guéral, le 17 d'Ivaneth. Il aura donc fallu attendre le 9e jour de la traque pour tomber sur du concret. Un nouveau cadavre d'orque sur la berge de l'Anduin, proprement décapité. Du joli travail, réalisé par un puissant guerrier, doté d'une épée de bonne qualité, le genre d'arme qu'on ne croise que rarement dans les terres sauvages. Probablement celle que notre fugitif a empruntée à Mérovée. Les faits remontent à 3 ou 4 jours d'après Agariel. Notre retard est donc conséquent, mais pas insurmontable. Aurais-je un peu trop forcé sur les gâteaux au miel? Quoi qu'il en soit, mes jambes sont plus lourdes qu'à l'accoutumée, et je compte sur cette halte pour me remettre d'aplomb. Le maître du lieu, Guéral, porte une barbe si longue qu'elle se prendrait dans ses pattes s'il était nain. Mais c'est une armoire béornide, une vraie force de la nature, qui manie la charrue sans l'aide d'aucun animal de trait. Il nous a livré de précieuses informations sur le fuyard, car il se trouve qu'il l'a hébergé il y a 3 jours. Agariel a vu juste. L'homme que nous cherchons s'appelle Odéric, et n'a clairement pas l'allure d'un criminel. Guéral a été surpris d'apprendre que ce jouvenceau si propre sur lui avait été prisonnier d'Odon et de Mérovée. Qu'a-t-il bien pu faire d'assez grave pour que les 2 Tânn requièrent le jugement de Beorn? Nous le saurons bientôt, j'en suis persuadé. En attendant, un bon lit de paille à l'abri d'une grange devrait faire l'affaire. Pierreguet, le 19 d'Ivaneth. À quoi reconnaît-on le village de Pierreguet, au sud du pays béornide? Réponse, à sa palissade moussue, à ses maisons à colombages et à la jovialité sans égale de ses habitants. Quel bonheur, en effet, après 2 jours de marche sous une pluie battante, d'être accueilli par les grommellements d'un vieillard qui vous traite d'oiseau de mauvais augure, et par le regard plein de haine d'un guerrier visiblement prêt à en découdre à la moindre contrariété, qui ne songe qu'à vous prendre vos armes. La jeune Ava, notre principale interlocutrice, n'avait pas non plus à cœur de nous être agréable, mais au moins nous a-t-elle écoutés avec suffisamment d'attention pour comprendre que nous n'étions pas ses ennemis. C'est donc à grand-peine que nous avons obtenu le gîte. Quant au couvert, il ne faut pas trop y compter, et nous devrons probablement nous en remettre au garde-manger d'Odéric. Car notre fugitif est originaire de cette charmante bourgade, et c'est dans sa maison que nous allons passer la nuit. Son histoire ressemble à celle qui circule à Dale sur des parchemins, et dont les bardites sont si friands. C'est un drame typiquement humain, de ceux qu'un nain comme moi ne pourra jamais vraiment comprendre. Brunhilde considérait Odéric comme son frère, mais visiblement le jeune homme
ne pouvait se satisfaire d'une telle relation, et n'a pas supporté la victoire de son rival, un certain Radvik. Odéric a donc tué son beau-frère au cours d'une rixe, peut-être par accident, et ce sont les habitants de Pierreguet qui l'ont livré à Mérové. On vient de frapper à la porte. Finalement, Hardwulf, l'ancien du village, ou plutôt sa fille Ava, nous offre le dîner. À contre-cœur peut-être, mais enfin, tant que ça ne gâte pas la nourriture. Au nord des champs d'Iris, le 22 d'Ivaneth. Voilà 3 jours que nous poursuivons Odéric sur la rive occidentale de l'Anduin, sans croiser âme qui vive. Agariel et Aldamar relèvent des traces qui nous mènent invariablement vers le sud. Le gaillard cherche probablement à rejoindre les anciens royaumes d'Arnor via la trouée du Rohan. C'est du moins ce que je ferais si j'étais à sa place. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas la porte à côté. Sans l'avoir rencontré, j'éprouve pour ce jeune homme la même empathie que mes compagnons. Après tout ce chemin parcouru, nous voudrions éviter de ne retrouver que son cadavre. Nous nous sommes arrêtés à l'orée d'un bois, un peu au nord des champs d'Iris. Il semblerait qu'Odéric ait eu maille à partir avec un groupe de combattants à cet endroit, et Jorin est parti en reconnaissance. Une large troupe est passée ici. Cette halte sous le couvert des arbres est un soulagement. Depuis notre départ de Pierreguet, ma fatigue n'a fait qu'empirer. J'ai les jambes en compote, et quand je porte mon sac à dos, j'avance comme un poney qui aurait un troll des cavernes sur le dos. Les autres ne s'en sont pas aperçus, mais je crains de ne pouvoir le cacher encore longtemps si mon état venait à s'aggraver. 6 heures plus tard. Le soir tombe, et Jorin n'est toujours pas revenu. Il a eu un problème, c'est sûr. Nous devons partir à sa recherche. Dans la forêt, le 23 d'Ivaneth. Les événements se sont précipités depuis hier soir. Jorin a mis à profit sa capture pour établir le contact avec Odéric. À vrai dire, c'est plutôt Odéric qui a évité à notre éclaireur une exécution sommaire avant de venir le retrouver pour en savoir plus sur ses intentions. Mon intuition était bonne. On dirait bien que ce n'est pas un mauvais bougre. Un homme capable de risquer sa position pour sauver un parfait inconnu n'est pas un meurtrier. Radvik est forcément mort par accident. J'aurais payé cher pour assister à l'évasion de Jorin, et surtout voir Odéric en chair et en os, histoire d'en avoir le cœur net. Mais cotte de maille et discrétion ne font pas bon ménage, et j'ai préféré rester en arrière avec Agariel, plutôt que de prendre le risque de tout gâcher. Dès qu'il s'agit de tailler la pierre ou de briser des crânes, on peut compter sur moi, mais le pied léger et la voix flûtée des hobbits sont plus adaptés à ce genre de circonstances. Je me console de ma balourdise en me disant que notre balade des 2 Tannes a finalement servi à quelque chose. Chanter pour attirer l'attention d'Odéric sans éveiller les soupçons de la garde, quelle belle idée! La troupe qui campe dans cette forêt est dirigée par un chef humain qui se prétend héritier de Guirion. Mais d'après ce que nous a rapporté Jorin, ce Walter tient plus du bandit esclavagiste que du grand seigneur. Il est cependant à la tête d'une véritable petite armée. Dans son égarement, Odéric l'a renseigné sur les défenses de Pierreguet. Et il semblerait qu'une expédition se prépare. Mais contrairement au jeune homme, Agariel pense que Walter compte prendre par surprise le principal point stratégique du pays béornide, le vieux gué. C'est cohérent. Tenir le vieux gué lui permettrait à la fois d'empêcher le regroupement des forces adverses et de mener facilement des raids des 2 côtés du fleuve. Il faut prévenir Béorn au plus vite. Espérons qu'Odéric s'apprête vraiment à nous rejoindre, et qu'il ne nous a pas dénoncé à Walter. Dans le cas contraire, nous sommes pris au piège, et l'horizon s'assombrit pour les peuples libres des terres sauvages. Maison de Béorn, le 12 de Narbeleth. Le nain qui trace ces lettres n'est peut-être pas encore un héros, mais c'est un miraculé. J'étais déjà mal en point en quittant la forêt où se terrait l'armée de Walter. Alors après une petite semaine de marche forcée, incluant une attaque de loups et d'infectes créatures des marais, et pour couronner le tout, une bataille au cours de laquelle j'ai failli y passer pour de bon. Avant de tomber sous les coups de ces maudits mercenaires, j'ai vu Jorin bondir dans le dos de Walter, et l'égorger tout net. En revanche, je n'ai pas tenu assez longtemps pour voir Béorn en forme d'ours. Le récit d'Aldamar, qui a oublié son surnom de laconique pour l'occasion, m'a permis de m'en faire une idée, faute de mieux. J'ai vraiment frôlé la mort cette fois. Après 2 semaines de repos, ma jambe droite me fait encore un mal de chien, et je garderai une large cicatrice en travers des épaules. Mais j'ai bon espoir d'être bientôt remis à la faveur de ce séjour prolongé dans la maison de Béorn. Nous y sommes toujours les bienvenus, tant que nous ne perturbons pas le quotidien des habitants de la ferme, humains et animaux confondus. Le changeur de peau s'est visiblement attaché à Frédégard, et je l'entends parfois rire aux éclats dans la pièce voisine. Les murs en tremblent. Il me fait parfois l'honneur d'une courte visite pour s'assurer des progrès de ma guérison, et m'a de nouveau assuré qu'un émissaire parlerait en son nom lors de l'assemblée des hommes des bois. Il m'a fait comprendre que l'origine de mon étrange fatigue n'était pas seulement physique. « Je connais le mal dont vous souffrez, » m'a-t-il dit. « L'ombre progresse plus sournoisement en nous qu'au dehors. Il suffit d'un soupçon de désespoir pour lui ouvrir la porte.
Tranquillisez-vous, maître nain. Votre cause est juste, et si vous tombez, elle vous survivra. Mais en attendant, les terres sauvages auront grand besoin de votre hache. Voilà. Beorn, c'est le genre à faire des phrases comme ça, à tourner les talons et à ne plus revenir de la semaine. Alors ces mots se fixent dans votre mémoire, et commencent à vous travailler patiemment, comme les sons d'une mélodie rabotent le fond d'un luth jusqu'à atteindre leur pleine résonance. Pas grand-chose à ajouter, sinon qu'on ne se lasse toujours pas des gâteaux au miel. Je passe l'essentiel de mes journées à observer les allées et venues des animaux entre les prés et les corps de ferme. Je commence à reconnaître certains individus parmi les chiens, les chevaux et même les moutons. Eux aussi s'habituent à ma présence, et j'ai même l'impression que certains cherchent à me divertir. Notamment un chiot qui ressemble beaucoup à Shadrach, le gardien de l'auberge orientale. Aldamar passe le plus clair de ses journées à dresser Baran avec les conseils de Beorn. D'ici quelques jours, le molosse lui obéira à doigt et à l'œil. L'ami de Jorin est reparti pour Dal avant-hier, des affaires familiales à régler, semble-t-il. Quant à l'infatigable Agariel, elle arpente la région en compagnie d'Odéric. Le jeune homme est entré au service de Beorn en tant que frontalier, et pourra certainement tirer profit des conseils de la Dunedain. À l'issue de son jugement, il m'a paru apaisé. Je doute qu'il aille encore au-devant de la mort, comme il l'a fait plusieurs fois sur le chemin du retour et pendant la bataille du Vieux-Gué. Je crois plutôt qu'il prend très à cœur sa nouvelle fonction, et qu'il ne fera bientôt plus si bon être un orc dans les environs de Birgé.